Bonjour et bienvenue à Mille et une voix du succès. Aujourd'hui, je suis avec Charlie, qui est une étudiante en droit MBA en 3e année, et elle va faire la discussion avec moi. Aujourd'hui, on va discuter avec Éric Venn, qui est actionnaire, et propriétaire de sa propre entreprise, Groupe Sidex. Dans cette discussion, on va parler de son parcours atypique, mais fortement inspirant, où on va vraiment venir traiter des différences de la vie en grande entreprise versus l'entrepreneuriat et vraiment tout ce qui en découle. Afin de bien s'orienter dans ce périple mouvementé qu'est la vie, inspirons-nous de ceux l'ayant déjà vécu. Bienvenue, chers amis, à Mille et une voix du succès. Bonjour et bienvenue à Mille et une voix du succès. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Éric Venn. Éric, merci d'être là. Salut, bonjour. Bonjour, bonjour. Et aussi, on a, Charlie, comme on a mentionné dans l'introduction, qui va être là puis qui va avoir la discussion avec nous aujourd'hui. Donc, bonjour, Charlie. Bonjour, super contente d'être ici aujourd'hui. Moi aussi. Puis, on commencerait ça fort. Est-ce que tu pourrais te présenter un peu ton parcours? Écoute, ça me fait plaisir d'être là. Éric Venn, en fait, moi, je suis propriétaire d'une entreprise manufacturière qui s'appelle Sidex, une entreprise qui fabrique des produits de bois avec une usine à Magog. Et puis, ça fait une douzaine d'années que je suis copropriétaire avec mon associé de cette entreprise-là, effectivement. Puis, on en est bien fiers. Oui, puis comment est-ce que tu t'es rendu là? Écoute, moi, souvent, je raconte que j'ai un parcours assez atypique dans le sens que j'étais pas destiné à avoir une entreprise à moi-même après mes études. En fait, moi, j'ai étudié en technique administrative à Montréal, au Collège Marie-Victorin, qui était privé à ce moment-là. Et puis, au moment où j'habitais à Montréal-Nord, c'était pratique. Bref, le collège était à quelques minutes de la maison. J'avais choisi cette institution financière-là. Maison d'enseignement. L'éducation. Excuse-moi, oui, c'est ça. Et aujourd'hui, on voit dans quel milieu je suis. Je parle d'institution financière. Mais c'est ça. Donc, j'étais allé à Marie-Victorin en technique administrative. Je m'étais dit, écoute, la technique, c'est du concret plutôt qu'un deck de 2 ans et tout ça en admin. Puis, ça s'est avéré quand même être super le fun. Pour moi, ça a été une grande découverte. Le but, c'était de dire, écoute, prends une technique, puis ta 3e année, il y aura des cours qui te seront crédités quand tu iras à l'Uni, puis tout ça. Puis finalement, j'ai fait ma 3e année en marketing. J'ai tripé, petite équipe un groupe d'étudiants d'une douzaine de personnes, des projets très, très concrets, c'est-à-dire qu'on avait des mandats que nos profs des vrais mandats à travers nos cours que nos profs nous confiaient. Puis pour moi, là, ça a été vraiment des belles années, 3 belles années, ouais. Puis tu mentionnes beaucoup, là, concret. Tu sembles avoir apporté une grosse importance à ce qui est concret. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Souvent, je regarde ça aujourd'hui avec mes 2 filles qui ont des parcours aussi au cégep, université, tout ça. Je me suis rendu compte que souvent, les étudiants ils ont un peu de difficulté à faire le lien entre la théorie, ce qu'ils apprennent en classe, puis à quoi ça va servir plus tard. La question, c'est qu'est-ce que je vais faire avec ça plus tard? Puis moi, je me rendais compte quand on se faisait donner un mandat, par exemple, d'une étude de localisation pour quelqu'un qui voulait ouvrir un commerce de détail, c'était un vrai commerce de détail qui avait besoin de cette étude-là. C'était pas bonbon. Il fallait vraiment qu'il y avait un entrepreneur en arrière de ça qui cherchait à savoir où placer sa pharmacie, par exemple, ou son nouveau commerce. Puis les étudiants, ils donnaient tout leur cœur, puis c'était des vrais cas. Fait que le lien entre ce que tu apprends puis à quoi ça va servir plus tard, il était facile dans tous ces mandats-là, dans ces cours-là. Et justement, je peux vous arrêter là-dessus. En fait, pendant cette formation collégiale-là, c'est quand que vous avez été la première fois en contact avec une entreprise qui avait vraiment comme un réel mandat de votre part? Je dirais dès la 2e année, là, j'avais un prof qui était presque à temps plein, chargé de cours qui était à la Banque nationale. J'en avais un autre qui était chez Molson. J'en avais une qui avait son bureau de comptable et tout ça. Puis vraiment, au lieu de dire, même les travaux, là, au lieu d'être Monsieur X a un bilan financier de tout ça, c'était des vrais cas. C'était à peine assuré, caviardé un peu les trucs, mais c'était des vrais cas qu'ils avaient dans leur entreprise, dans leur vraie vie, qui nous apportaient. Donc, dès la 2e année, il y avait des cas très, très stimulants, intéressants, où ils nous mettaient sur des pistes, puis on allait faire, une étude de marché, c'était une vraie étude de marché. Donc, moi, il y a vraiment eu,
assez tôt, là, en deuxième année, déjà, une connexion. On est allé faire des trucs à New York, même en Europe. On avait des stages. Et donc, moi, même d'ailleurs, souvent, je critique un petit peu notre système d'éducation actuellement parce que je trouve, à part peut-être dans un programme coop, là, l'Uni, que je trouve intéressant, là, qui exploite ce concept-là, mais je trouve qu'il devrait en faire davantage, toujours plus. Oui, parce qu'après tout, c'est ça le but de l'université, right? C'est éventuellement, quand tu termines tes études, tu vas dans le monde du travail, puis c'est ça. Tu travailles dans le concret, donc c'est ça. C'est vraiment un éveil. Le mot qui me vient, c'est un éveil. C'est que tu sais, souvent, tu as des choix à faire, on le sait. Quand tu donnes certains alignements à l'école, tu as des choix à faire. Oui, mais tu les connais pas, les choix. Tu les connais pas, les pistes, tous les types d'emplois qui peuvent exister dans tel ou tel domaine, que tu sois en droit, en admin, en art ou peu importe. Totalement. Ouais. Puis justement aussi, le côté bénéfique de tout ce qui est stage coop ou plus d'avoir un côté pratique dans les études, c'est aussi d'apprendre à mieux se connaître. Donc après, de faire des choix qui sont plus fidèles à nous-mêmes et peut-être justement plus tard moins les regretter, on va dire. Ouais. Puis vous, justement, durant ce parcours-là, c'est quoi comme le principal apprentissage ou la principale leçon que vous avez retirée? À travers les études collégiales qui étaient plus justement axées pratiques. Ben, il y en a un fort qui m'est assez venu, mais ça dépend peut-être pour chaque personne, là, mais probablement un qui était assez fort, c'est que je me suis vite rendu compte qu'après ça, dans mes premiers emplois, c'était de bien faire, de faire que les premières expériences soient très positives. Et puis je me suis rendu compte qu'après ça, on va peut-être en parler un peu plus tard, mais en tout cas, moi, dans mon cas, ça m'a été très, très profitable. Ça a été de donner une bonne prestation de travail, de comprendre un petit peu la psychologie de l'employeur, puis de dire, ben écoute, si lui, je le fais chaîner, si je comprends sa dynamique, puis au fond, où est-ce qu'il veut aller, cet employeur-là, puis l'entreprise, c'est un peu comme un corps humain. Il y a un poumon quelque part, puis les finances, puis la rentabilité, puis tout ça. C'est pas juste une question de sous, mais où je veux en venir, c'est que quand on comprend la dynamique de l'employeur, puis de s'assurer de donner une prestation honnête, puis de ne pas calculer son temps à la minute, puis d'attraper les opportunités, puis de donner une bonne prestation, de lui en donner pour son argent, finalement. Après ça, les opportunités se présentent, puis dans mon cas, en tout cas, ça a été... Puis est-ce que c'est ça que tu remarques aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, tu es à titre d'employeur, puis est-ce que c'est ça que tu valorises également chez les gens qui travaillent avec toi? C'est ce qu'on valorise, mais chaque cas est unique. Moi, ça a fonctionné. Il y a une réalité. Hein, il y a quelque chose de générationnel. Il y a quelque chose que les gens évoluent. Aujourd'hui, peut-être que les notions de qualité de vie, puis là, je parle comme si j'étais déjà un vieux, là, mais les notions de qualité de vie, est-ce qu'aujourd'hui, tout le monde veut travailler 60 heures? Est-ce que c'était la bonne chose? Peut-être pas. Si vous me demandez si j'ai passé à côté de certaines choses, oui, mais bref, il y a la notion... les temps changent aussi, donc... mais bref, ça c'est, je parle des heures et des horaires, mais il n'y a pas tout là-dedans. Je parle vraiment plutôt de la prestation puis de s'assurer la qualité du travail en soi qui est important. C'est ça, l'honnêteté, l'intégrité, tout ça. Puis à base, est-ce que tu es allé... Ah oui, puis by the way, j'ai remarqué que tu vous vois... Éric, on y va au-dessus. On avait dit, c'est ça exactement, je veux juste pas qu'on... Parce que là, j'ai l'air de celui qui tutoie sans demander. Bonne idée, bonne idée. C'était vraiment par réflexe. Mais je sais, c'est un réflexe. Ouais. C'est ça, oui, moi aussi, là, ça, c'est une déformation de parenthèse professionnelle qu'on a, là, mais bref, c'était juste pour ça. Parfait, on est à l'aise. Super. C'est ça, après justement cette technique-là, est-ce que tu es allé à l'université finalement? Finalement, après ma troisième année, là, déjà, je ne l'avais pas encore terminé, puis j'étais sollicité. Puis ça aussi, quand je parle que les temps changent, l'emploi, ça varie. Il y a des cycles. Là, les années étaient favorables à ce moment-là, très, très favorables. Puis j'avais eu de belles propositions de bons employeurs avec des bonnes rémunérations et tout ça. Puis je suis tombé dans le piège, effectivement, de me dire, ben écoute... accepte ces propositions-là, puis l'Uni, tu y retourneras peut-être au moment où tu seras en emploi. C'était mon plan. C'était vraiment de dire, j'irai dans des parcours un petit peu plus longs à ce moment-là, mais souvent, les gros employeurs vont même favoriser ça, puis t'aider à alléger l'horaire, à même défrayer des coûts et tout ça pour t'aider à l'université. Puis je suis tombé dans une cascade de promotions, puis d'offres toujours plus intéressantes, d'employeurs toujours plus intéressants.
Puis là, dans mon cas, je dis pas que c'est le cas, puis ça a changé ça aussi aujourd'hui. En bas d'un parcours universitaire aujourd'hui, ben, c'est possible, mais ça va être plus difficile. C'est vraiment pas facile. Là. Alors que moi, ça a fonctionné. Là, puis, donc, non, j'y étais pas retourné alors que c'était un but. Donc, petite déception peut-être, mais tu sais, même que je me suis redemandé à 40 ans, puis dans ma quarantaine après ça, ben, il n'est pas trop tard. Oui, j'étais motivé à ce point-là à aller faire un MBA, entre autres, et tout ça. Fait que MBA pour cadre en exercice. Là, ouais, ça, les EMBA qu'on a, là, ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, mais non. Donc, finalement, tu es allé en entreprise, tu as commencé ta carrière exactement. Dans une entreprise. Puis c'était quelle entreprise? Tu travaillais où? Après, ma formation, c'était au siège social de métro Richelieu en premier. Ouais. Puis par la suite, celui d'IGA, étrangement. C'est une coïncidence. Dans l'alimentation, oui. Oui, dans l'alimentation. Ça, c'était... Puis sinon, ben moi, tu sais, pendant toutes mes études, j'étais comme plusieurs étudiants. J'avais un emploi étudiant, puis c'était en restauration... dans un restaurant, là, finalement, Saint-Hubert, pour ne pas le nommer. C'est une question de famille. C'est familial chez nous. Tout le monde passe par Saint-Hubert. Mais c'est ça. J'ai été cuisinier chez Saint-Hubert. Ma mère, il avait été 30 quelques années. Moi, j'y suis allé. Puis ma fille, après ça, qui a 25 ans aujourd'hui, est allée aussi. Mais donc ça, c'est emploi étudiant. Mais vrai emploi, là, ça a commencé par l'alimentation. Jusqu'à un jour, là, si j'explique ce petit bout-là du parcours, jusqu'à un jour où je me souviens encore, je reçois un appel parce que j'étais d'ailleurs encore en emploi au CHSL d'IGA à ce moment-là, puis je reçois un appel, puis on me dit « On a votre candidature sous les yeux, puis on aimerait vous rencontrer pour une entrevue, un emploi, un remplacement de congé de maternité, donc un poste temporaire de 10 mois. » Puis ça, c'était pour une entreprise, pour une papetière, pour une entreprise qui était dans le domaine du papier. Et puis, souvent, j'explique que le parcours, ça se joue, des fois, c'est des concours de circonstances, meilleur terme. Puis, j'ai cette personne-là au bout de la ligne, puis j'ai pas postulé à cet emploi-là, jamais de ma vie. Puis d'ailleurs, aujourd'hui, je ne sais pas combien d'années plus tard, j'aurais jamais su pourquoi mon CV était devant cette personne-là. Je n'avais pas envoyé à tellement d'endroits, d'ailleurs. Puis la personne me dit, on veut te rencontrer cette semaine, tel endroit. Puis je réfléchis pas 7 secondes, pas 4, à peu près, même pas 2. Puis je dis, parfait, quelle heure, quel endroit, ça me convient, je m'en vais vous rencontrer. Puis j'y suis allé, puis j'ai décroché l'emploi. Puis ça s'est avéré là, vraiment le premier étincelle d'une succession de belles opportunités par la suite. Mais donc, c'était dans une entreprise, Papier Perkins, qui était Cascade à la fin, finalement, la papetière Cascade que tout le monde connaît. Puis remplacement de maternité, il y a une synergie avec les gens apprécient ton travail, finalement, tu te plais aussi à l'endroit. Fait que tout va bien. Puis là, à un moment donné, je m'étais fait offrir un poste. Ce premier poste-là, il était en administration. Le deuxième, un poste d'acheteur. Donc, il y a eu déjà un début de mon parcours en approvisionnement parce qu'il s'est avéré finalement être pas mal en approvisionnement. Donc, acheteur, souvent, tu as la responsabilité de procurer à l'entreprise tout ce qu'elle a besoin pour son bon fonctionnement. Donc, il y a des acheteurs de matières premières, des acheteurs de toutes sortes de trucs. T'sais. Fait que j'étais un petit peu plus généraliste au début. Formation interne. Souvent, les grandes entreprises, souvent, je disais que l'université, non, j'y suis pas allé, mais en grande entreprise, tu n'as pas besoin de demander des formations. C'est dans la culture des grandes entreprises. Ouais, ils visent le développement. Oui, ils visent le développement. Puis plus l'entreprise est grande, plus les moyens sont là pour que les formations soient, comment je pourrais dire ça, professionnelles ou de qualité, je vais dire ça comme ça. Les ressources adaptées aussi, souvent, c'est quand même assez personnalisé selon où qui te voit des fois dans le futur de l'entreprise ou même toi, ce que tu démontres comme intérêt. Tout à fait. Donc, puis, souvent, ils vont s'entourer des meilleurs. Les grandes entreprises vont s'entourer des meilleurs coachs, formateurs, programmes de formation et tout ça. Même, dans une autre papetière que j'ai travaillé plus loin dans le parcours, on va y arriver, mais il y avait même l'université Kruger. Ils avaient même un programme, puis c'était même libellé comme l'université Kruger. Puis si tu passais par l'université Kruger, tu avais
des formations obligatoires, des crédits, fait que c'est assez structuré. Bref, gros employeur, donc j'y étais pas allé, mais déjà, chez cet employeur-là, premier emploi dans le papier, il y avait toujours de la formation continue, finalement. Les entreprises doivent dépenser X de leur chiffre d'affaires en formation, donc ils ne le font pas par obligation, ils le font aussi pour fidéliser les gens, ils le font pour que leurs ressources humaines s'améliorent avec le temps au lieu de s'installer dans un certain confort. Donc, ça me plaisait quand même, puis je sautais sur ces opportunités-là. Tu sais, souvent, tu as une évaluation annuelle en grande entreprise, puis voici qui tu es, voici où on aimerait t'amener, puis il y a un gap entre les deux, puis voici ce qui te manquerait comme acquis. Oui, peut-être tu n'as jamais fait de supervision de personnel, par exemple, encore. OK, on va aller identifier une formation qui va venir combler cet écart-là que tu as. Puis là, tu chemines, puis tu progresses avec l'entreprise, puis l'entreprise t'aide à progresser aussi. Donc, je sautais sur ces opportunités-là souvent. Là. Donc, première entreprise dans le papier, je pense que j'aurais fait 5 ou 6 ans dans cette première entreprise-là. Puis 2-3 promotions dans ce 5-6 années-là. Ensuite, un appel de chasseur de tête. Tu sais, souvent, quand tu as l'âge, tu as un certain profil, tout ça, les grands employeurs, ça fonctionne souvent par chasseur de tête. Mais ça, je suis curieux, par exemple, parce que là, tu as mentionné, ça fait 5-6 ans que tu es dans la même entreprise. Ça semblait bien aller, en tout cas, de ce que tu nous dis. Puis là, il y a un chasseur de tête qui arrive. Puis ça, c'est quelque chose, je sais pas si nous, dans notre domaine, on va être sollicité dans cet égard-là aussi, mais je suis curieux de savoir pourquoi. Parce que là tu as mentionné, là, excuse, je t'ai coupé, là, mais je suppose que la fin de cette histoire-là, c'est que tu as changé d'entreprise après l'histoire du chasseur de tête. En effet. OK, mais pourquoi? Pourquoi? C'est-à-dire, qu'est-ce qui te motive à faire ça? Est-ce que ça représente un risque de changer d'employeur à ce moment-là dans ta carrière? C'est vrai que ça sonne bizarre parce que je viens de dépeindre que tu chemines, tu progresses avec l'employeur, puis que lui, il fait tout pour te garder, mais ces employeurs-là, malgré qu'ils fassent ça, ne sont pas à l'abri qu'il puisse y avoir des pertes naturelles, là, des gens qui vont quand même envisager parce qu'ils n'ont pas nécessairement un poste qui vient exactement combler tes attentes. Des fois, ça peut être la région aussi. Tu étais dans une région, c'est un employeur d'une autre région. Tu trouves, il y a d'autres facteurs que seulement la description du poste, tout ça, puis le salaire, puis les conditions. Mais en fait, qu'est-ce qu'il a fait? C'est que le package, finalement, était plus intéressant. Okay. Puis, je m'en souviens que c'est une papetière qui venait me chercher de celle dans laquelle j'étais. Puis, il m'offrait un poste plus intéressant, pas plus prestigieux, mais vraiment plus intéressant au niveau de mes responsabilités. Okay. T'as pas 30 ans encore, puis tu te fais offrir une voiture de fonction, puis une carte de crédit, puis illimitée, puis tu dis, regarde, on va s'occuper de ton déménagement, puis on va te changer de région, puis ta famille s'en vient, puis ta conjointe, on va y trouver un emploi, puis souvent, ils peuvent rendre ça assez attrayant là, quand ils veulent quelqu'un. Là, puis oui, les chasseurs de tête, effectivement, les gros employeurs utilisent beaucoup de chasseurs de tête parce que c'est très ciblé. On veut quelqu'un, puis on le profile, puis un chasseur... Aujourd'hui, les chasseurs de tête vont travailler plus au clavier là, par LinkedIn, puis tout ça, mais autrefois, c'était vraiment... Il n'y avait pas... Autrefois, je recule juste de 20 ans, puis c'était déjà assez différent, mais les gens, c'était par téléphone, par contact, puis t'identifiais quel autre employeur avait exactement ce profil-là, puis t'allais on dit débaucher, là, t'allais le soutirer de chez un autre employeur, puis là, ton employeur te rencontrait dans des salles de conférence, puis te disait non, tu partiras pas, puis qu'est-ce que ça te prend, puis tout ça. Fait que c'est vraiment comme ça, puis ça n'a pas tellement changé encore aujourd'hui dans ma propre entreprise. On en utilise, puis des fois, on a tellement besoin de combler tel ou tel poste que money's no object, on va payer quelqu'un, un spécialiste, puis il va aller le chercher ailleurs. Là, tu nommes même des employeurs en disant, je pense que tel employeur, il y aurait cette personne-là, puis tu les identifies. Mais bref, donc après ces 5-6 ans-là, chez cette première papetière-là, recrutement par une deuxième papetière, puis... J'aurais fait finalement à peu près 15 ou 16 années là, chez cette deuxième employeur-là, grand employeur.
Puis, pour moi, ça a été une belle partie de mon parcours parce que j'ai toujours trouvé que le travail était reconnu, puis c'était très formateur aussi, tu sais. Travailler pour un grand employeur, je ne suis pas ici pour je peux faire un pitch de vente sur pourquoi travailler pour un grand employeur, mais souvenons-nous de l'aspect formation. Puis souvent, les grands employeurs, ils sont assez, comment je pourrais dire ça, matures au niveau... puis c'est assez développé, là, la gestion des ressources humaines. Et puis, ils ont un département d'RH. Ils vont vraiment s'occuper de gérer la carrière des gens chez eux. C'est pas vraiment un sentiment de sécurité, autrement dit. Là, parce que, je veux dire, j'ai vraiment pas loin d'avoir autant d'expérience que toi, mais je m'appelle quand j'ai fait un stage, j'ai fait 3 stages en tout. J'ai fait 2 en grande entreprise, puis 1 en PME. Ouais. Puis je me rappelle vraiment puis juste l'interaction que j'avais avec les employés, là, qu'il y avait un sentiment de sécurité dans les grands employeurs que, par exemple, dans la PME, c'était vraiment du non-dit, là, mais c'était moins certain. Là. Tu sais ce que je veux dire? Tu sais, c'est comme, il y avait peut-être pas, puis les contrats, ils valaient énormément, c'est-à-dire, tu sais, l'importance de décrocher une vente ou d'un contrat était immense comparé aux grands employeurs ou aux grandes entreprises que des fois, tu t'y perds un peu parce que il y a tellement, c'est tellement rendu gros. Mais ouais, c'est ça. Donc ça, tu as fait 15 ans dans, dans ce type d'emploi-là. Puis ton terme est bon, sécurisant, je pense que tu as dit. Il y a quelque chose d'enveloppant, quelque chose où tu dis, je ne serai jamais laissé tout seul. Puis il y a des ressources, il y a des structures. Tu as un problème informatique, tu appelles la personne informatique, tu as un problème d'RH, tu as un problème je veux dire, il y a des ressources, il y a une structure. Donc ça peut être intéressant. Je ne dis pas qu'elles sont toutes bien gérées, mais puis moi, c'est positif ce que j'ai à dire, fait que je peux la nommer, c'est pas grave, mais c'était chez Kroger, puis la papetière Kroger, c'est une entreprise privée qui a été longtemps dans le top 50 des plus grandes entreprises privées du Canada, puis il y avait quand même une gestion assez de proximité, mais aussi, c'est mature, là, c'est assez bien fait. Là. Puis entre autres, la gestion du personnel, pour vous donner une idée, quand tu es en direction là-bas, puis quand tu es dans un poste où tu as des gens, que tu supervises des gens, tu dois gérer la carrière des gens qui relèvent de toi à peu près avec le même professionnalisme puis la même rigueur que tu gères des budgets. Puis là, c'est assez étonnant quand je dis ça à des gens, là, mais des rencontres mensuelles, des rencontres trimestrielles, des rencontres annuelles où si toi, tu as 10 personnes, par exemple, qui relèvent de toi, tu dois rendre des comptes que la personne, voici la photo en son début d'année, voici où on veut que cette personne-là soit. Puis, bref, il y avait tout un système où on appelait ça des high po, des low po, là, des low potential. C'est des gens qui sont dans le premier 10 %, puis il faut vraiment faire quelque chose parce que sinon, la porte de sortie est plus proche que l'avenir. Là, donc, c'est des gens qui ont un rendement qui traînent la patte et qui font reculer l'équipe. Tu as le 80 % au centre, puis tu as l'autre 10 % à l'autre extrémité qui est hypo, vous l'avez compris. Puis ces hypos-là, c'est tout aussi dangereux. Il y a un gros warning jaune. C'est essentiellement des gens que faut que tu les alimentes à coup de promotion puis à coup d'amélioration de leurs conditions, tout ça, parce qu'ils sont tout aussi sur le bord de la porte parce que si tu les gères pas, tu peux les perdre. Fait que bref, puis tu as le 80 % au centre qui sont la plupart des gens. Puis ça, c'était important de gérer ça. C'est un exemple, mais pour dire à quel point ça peut être mature dans une grande entreprise, c'était important de rendre des comptes, de déposer les rapports, de faire les bilans de ces gens-là, puis de dire, voici. Puis c'était pas permis qu'un directeur ne fasse rien autant pour ses locaux que ses hypos, mais aussi pour les gens au centre de gérer leur carrière. Donc, c'est ça. Donc, même les directeurs ou même les postes de direction, vous aviez quelque chose vous deviez quelque chose exact. Aux gens avec qui, ou pour qui, dans le fond, tu les surveillais. Donc, c'était aussi toi qui leur devais, c'est ça, cette rétroaction-là. Tu dois ça à tes gens, mais l'employeur te l'exige aussi de le gérer comme il faut. Donc, il y avait vraiment comme un côté ressources humaines justement dans ce poste de gestion-là. Oui. Puis le côté ressources humaines, c'était pas l'affaire des ressources humaines. C'était l'affaire de tout le monde. Souvent, il y a des best practices comme ça en grande entreprise. La santé-sécurité, tu dis pas, j'ai une personne en santé-sécurité, puis tout le monde...
est cow-boy dans une usine ou à quelque part parce que je sais pas moi, le Kevin qui s'occupe de la santé et sécurité, ben, il n'est pas là aujourd'hui, fait qu'on fait ce qu'on veut. On dit qu'il faut que ça soit l'affaire de tous. La santé et sécurité, c'est ça, mais les ressources humaines aussi. Donc, c'était le cas. Mais finalement, ce petit exemple-là, c'est juste pour montrer à quel point dans une grande entreprise, souvent, puis ça me plaisait. Ça me plaisait que ça soit bien géré. Puis, je pourrais en parler tellement longtemps de ce qu'on acquiert en grande entreprise, mais somme toute, j'appelle ça le coffre d'outils. Quand on avait des problématiques, surtout que dans les pâtes et papiers, on a géré beaucoup, beaucoup de décroissance. Les pâtes et papiers mondialement, c'est pas seulement qu'au Québec, vous le savez, là, on utilise beaucoup moins de papier, donc l'offre et la demande mondiale doivent s'équilibrer. Ils se consomment moins de papier, donc il faut qu'il y ait des papetières puis des entreprises qui en fabriquent moins, puis c'est très, très normal. Donc, il faut être continuellement compétitif puis s'entourer, par exemple, des meilleurs consultants. Si on a une problématique de production, si on a une problématique de vente ou une problématique de finance, on s'entoure des meilleurs consultants mondiaux. Là. Donc, quand tu es directeur, ce qui était mon cas, j'étais directeur des achats à la fin pour toutes les usines du Québec. En fait, tu es dans un comité de direction dans chacune des usines où il y a 4, 5, 6 directeurs maximum, en plus du directeur général qui en mauvais français, qui calent les shots, là, qui prennent toutes les directions, puis les décisions de décroissance aussi, là, donc de faire passer des usines de 7, 8, 900 personnes à 3, 400, tout ça, puis ça, c'est assez... Puis comment est-ce que tu as vécu ça, la décroissance? Parce que, je veux dire, j'imagine, est-ce que ça venait avec un sentiment d'incertitude? Justement, le petit truc de sécurité qu'on parlait tantôt. Il est un peu perdu. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu le perds ou comment tu as vécu ça? Ou... en fait, c'est assez épuisant, exigeant, la partie d'être un petit peu plus dans le négativisme semaine après semaine, mois après mois, parce que tu gères de la décroissance. Il y a des engagements dans mon cas, envers des fournisseurs externes où tu as négocié... je sais pas, moi, 8 millions d'approvisionnements annuels de tels produits, tout ça. Puis là, tu t'assois une fois par année. Puis bon, mais je suis désolé, on a acheté juste 4 millions au lieu de 8. Puis là, mais la personne t'a fait des prix sur 8, pas sur 4. Puis là, fait que tu es tout le temps en train de gérer un peu de la déception, de la décroissance, tout ça. Fait que ça, j'ai trouvé ça difficile. Mon poste à moi, je ne l'ai jamais senti comme quoi il était en danger parce que, peut-être c'est typique à l'entreprise dans laquelle j'étais, mais l'entreprise ne se laissait pas juste fondre comme ça, comme neige au soleil, mois après mois, trimestre après trimestre. C'est que je voyais quand même qu'il y avait de l'action. Puis, je ne m'étendrai pas trop là-dessus parce qu'il y aurait tellement à dire, puis ça serait intéressant, mais ça pourrait faire l'objet d'une autre discussion. Mais c'est une entreprise qui travaillait fort pour se diversifier. Donc, dépendait juste du papier journal, puis de tel type de papier. Mais là, je voyais mon employeur qui se lançait dans des projets d'énergie, par exemple. Kroger, aujourd'hui, a des parcs éoliens. Kroger a acheté une division papier-tissu qu'on appelle, là, donc tout ce qui est... papier hygiénique, papier mouchoir, puis essuie-tout et tout ça. Donc, ils avaient fait des grands moves de diversification pour rester vivant à quelque part, puis garder quand même sa présence là, en affaires. Donc ça me sécurisait. Ça venait peut-être contrer un peu ces petites inquiétudes-là. Mais si je reviens au principe de coffre d'outils, que le grand employeur t'aide à garnir ton coffre, ça, j'ai trouvé ça très, très intéressant. Puis c'est ça, je pense, qui a été quand même assez déterminant dans mon cas, au fait qu'un jour, je puisse avoir le petit écureuil ou la petite voix dans ma tête qui s'est mis à penser à l'entrepreneuriat. C'était pendant ton poste, c'est pendant que tu travaillais chez Kroger. Oui. Ah ouais, OK. Oui. Surtout dans les dernières années de décroissance parce que c'est une entreprise qui a quand même une culture entrepreneuriale assez élevée. C'est une entreprise privée, je l'ai dit. Ouais. Donc, ça développe quand même aussi ça chez certaines personnes. Bien que je pense que ça, tu l'as ou tu ne l'as pas, le petit côté entrepreneurial. Mais, à un moment donné, je me suis dit, écoute, tu sais, si tu veux rester dans les pâtes et papiers, est-ce que le modèle va se reproduire ou même dans un autre type de papier, tu vas reproduire, tu vas vivre quand même de la décroissance? Tu sais, par exemple,
par exemple, Kruger n'était pas dans le papier à photocopie, là, le papier blanc comme vous avez devant vous, comme Domtar l'est, par exemple, ben, oui, je peux aller travailler chez Domtar. Il y a des opportunités qui se sont présentées, puis je les ai laissées passer, mais essentiellement, tu vas quand même être dans un milieu où il va y avoir une décroissance un jour. Je me suis dit, ben écoute, pourquoi tu n'écouterais pas ta petite voix qui t'appelle, puis de dire, ben, en tout cas, c'est mon cas personnel, mais la grande entreprise a garni ton coffre d'outils. Toi, ta petite voix de l'entrepreneuriat, ben, tu sais, tant qu'à faire un move, pourquoi pas envisager d'avoir ta propre entreprise puis utiliser tous ces bons outils-là pour toi-même. Oui, vas-y, Charles. Justement, là, ça par curiosité, en fait, parce qu'on parlait tantôt vraiment de l'aspect sécurité que la grande entreprise peut amener. Est-ce que c'est comme un peu ce bagage-là, le fait que vous êtes vraiment développé au sein de cette entreprise-là, qui vous a comme donné la confiance de dire « Ah, je suis prêt à me lancer en affaires », parce que là, on perd vraiment l'aspect stabilité. En fait, c'est quoi l'élément déclencheur pour vous qui a confirmé ce changement de carrière-là? Ben, est-ce qu'il y a eu vraiment un élément déclencheur qui vient de chez Kruger? Peut-être juste le fait que c'était une entreprise qui avait un esprit entrepreneurial aussi. Puis, tu sais, souvent, tu dis, ben, il y a moyen de faire arriver les choses. Puis, personnellement, en tout cas, moi, ma réflexion, c'est, écoute, Éric, tu travailles fort. Puis là, c'est en toute humilité, je dis ça quand je parle de coffre d'outils garni, là, mais à quelque part, c'est des acquis. Là, puis il faut les reconnaître quand même. Mais tu dis, ben si je pouvais mettre à profit ces acquis-là dans une entreprise qui est la mienne, ben, en tout cas, puis je pourrais y revenir, mais ça va être un jeu d'enfant. Si je pouvais acquérir une PME, puis m'investir dans ma propre PME, attachez vos trucs, je vais la propulser. Là, ça va être un jeu d'enfant. Puis j'ai peur de ne pas pouvoir y revenir à temps dans notre discussion, mais je vais fermer cette boucle-là quand même. Ça s'est avéré finalement après ça, là, puis je sais qu'on va parler on n'est pas rendu là dans mon parcours, mais dans ma propre entreprise aujourd'hui, finalement, c'est loin d'être un jeu d'enfant. Puis je pense que c'est typique à plusieurs personnes en PME. C'est que toutes les choses n'avancent pas aussi vite que tu voudrais à ce moment-là, parce que là, le paquet de ressources que tu avais autour de toi sont plus là. Des ressources humaines, t'en fais, puis de l'ingénierie, t'en fais, puis des finances, puis tu deviens un petit peu plus généraliste en PME. Là, puis tu peux pas dégainer toutes sortes de ressources qui sont à ta disposition aussi facilement. Donc, la vitesse n'est pas la même. Ça a été mon premier constat. Là, mais bref, je referme la parenthèse. Oui, parce que ça, c'est sûr qu'on va y revenir. Là. Je suis bien intéressé. Là. Fait que ça veut dire que si on fait un petit saut dans le parcours, après 15 ans de chez... Ben, en fait, que tu étais chez Kruger, tu étais en emploi chez Kruger, tu as décidé de chercher pour une entreprise. Donc là, tu voulais racheter une entreprise qui existait déjà, c'est ça? Oui, c'est bien d'expliquer ce bout-là. C'était ma réflexion à moi, en tout cas, c'est que souvent, j'étais observateur, puis tu sais, je me suis toujours intéressé au milieu des affaires, puis je lisais beaucoup, puis tout ça, puis j'étais observateur du fait qu'il y avait, puis là, j'ai 1800 là, en tête, là, le chiffre varie sûrement chaque année, mais c'était le cas au moment où j'ai lu ces articles-là, mais tu sais, j'étais conscient qu'il y avait à peu près 1800 entreprises, des Inc. Là, par année qui fermaient de leur belle mort, des faillites, des fermetures, des successions pas assurées et tout ça. Puis que parallèlement à ça, on en créait quelques milliers par année. Tu sais, je me disais, il y a comme quelque chose qui ne me rentre pas dans la tête là-dedans, tu sais, qu'on laisse mourir autant d'entreprises que les gens se sont donnés, qui ont mis des sous dans ça, qui ont mis corps et âme. Puis souvent, je vais prendre l'exemple typique qui est quelqu'un qui est dans la soixantaine, qui a mis des milliers et des milliers d'heures dans son entreprise, qui a mis ses sous et tout ça. Puis souvent, la personne n'avait pas l'enfant ou n'avait pas les acheteurs, les repreneurs de son entreprise, tout ça, puis qui a laissé... puis c'était souvent je veux dire, le fonds de pension, c'était le bas de laine de cet entrepreneur-là. Puis son entreprise avait peut-être, c'est pas le cas dans toutes les entreprises, là, mais elle avait peut-être plein de potentiel, mais il n'y avait juste pas le petit chaînon manquant là, à la fin de la bonne personne ou des bonnes personnes pour reprendre son entreprise. Puis la personne l'a regardé fermé. Là, c'est profondément triste à observer.
Puis là, je me disais, ben, d'un autre côté, tu as des gens qui auraient envie d'acquérir une entreprise, puis qui sentent qu'ils ont le potentiel, ils ont les ingrédients, le profil et tout ça pour avoir leur propre entreprise. Puis on repart et on repart et on repart des entreprises toujours à zéro. Puis je vous en parlais un petit peu brièvement, mais on vénère beaucoup. C'est une critique que je me permets d'émettre, mais on vénère beaucoup au Québec. Puis je ne fais pas référence juste aux dragons, mais tout le monde voit le principe de faire des émissions comme les dragons. D'ailleurs, au Dragon, il n'y a pas que des nouvelles. C'est pas toujours des startups. Il y a des gens qui ont déjà des bases d'entreprise, mais il y a des fondations, que ce soit Fondation Québécois, Fondation. Il y a plein de fondations. Il y a des programmes, des subventions. Il y a des millions et des millions de dollars qui se donnent par année en subvention, mais beaucoup pour des startups. Puis je trouve que ça manque beaucoup pour les reprises d'entreprises, pour les repreneurs. Souvent, à la blague, là, on est enregistré, mais je dis toujours qu'il y a des dizaines de sites puis d'applications pour matcher des gens, puis des fois, c'est pas toujours pour faire longue vie, là, mais il y en a plein. Il y en a plein, mais il n'y a pas encore une chose qui fonctionne vraiment pour... d'ailleurs, ça pourrait être un bel exemple de démarrage d'application ou d'entreprise, ça, mais vraiment quelque chose qui mettrait en commun les cédants puis les repreneurs avec des critères. Puis, parce que tu cherches une voiture puis tu as à peu près 32 sites, tu cherches une personne. t'en as aussi. Mais quelque chose d'aussi important que tu fais survivre ou donner des deuxièmes vies ou avoir des beaux success stories d'entreprises qui sont reprises. Puis ça, il n'y a rien qui fonctionne. T'sais. Mais ça, justement, là, je me posais la question pendant que tu parlais. Pourquoi est-ce que ça n'existe pas? Est-ce que c'est un manque de... Parce que, je sais pas, en tout cas, on y reviendra, là, mais comment est-ce que toi, tu as trouvé ton entreprise? C'est-à-dire, j'ai l'impression que les entrepreneurs, quand ils voient, bon, OK, là, je m'approche de la retraite, ou ça me tente plus vraiment de faire ça, ou peu importe, puis là, qu'ils doivent dire, bon, ben, est-ce que je jette l'entreprise ou peu importe, ils disent pas vraiment que leur entreprise est à vendre. Est-ce que c'est parce qu'ils voient que c'est comme un signe de faiblesse? Est-ce que c'est parce que je sais pas trop, mais j'ai l'impression qu'il manque ce truc-là que, contrairement à, mettons, à ma voiture, que ça me dérange pas, moi, de l'annoncer sur Marketplace, là, je veux dire, regarde, ma Corolla est à vendre, puis... bravo, parce que ce que tu identifies, c'est le premier frein quand on en parle. Pas plus tard que la semaine dernière, j'étais chez le plus gros bureau comptable du Québec, ou à peu près, puis avec quelqu'un qui était spécialiste en M&A, qu'on appelle, le Merger and Acquisition, puis fusion-acquisition en français. Puis la personne, on lui disait, pourquoi, tabarouette, il n'y a rien qui fonctionne? Puis oui, tu vas t'ouvrir un petit Excel, puis tu vas rentrer une couple de critères, puis tu vas dire, il me semble 3 mois, j'ai entendu parler de quelqu'un qui en cherchait une entreprise, puis tu vas te fier à ta mémoire, puis tout ça. Mais pourquoi il n'y a rien qui fonctionne? Puis pourquoi on ne le sait pas plus quand il y a ce monsieur-là, mi-soixantaine, qui a un beau setup d'entreprise, puis qui serait même peut-être un bon accompagnateur pour s'il y avait un repreneur, tout ça. Puis le premier frein, c'est effectivement que les gens n'osent pas trop le dire. N'osent pas trop le dire parce qu'ils ne veulent pas que leur entreprise dévalue. Mais je me dis, Colin, elle va plus que dévaluer, tu vas la laisser mourir. Là, c'est ça qui est un peu triste. Mais fait que les gens le disent moyennement à leurs comptables, le disent pas trop à leur famille, surtout pas à leurs compétiteurs, ils le disent pas trop à leurs fournisseurs, pas du tout à leurs clients. Tu sais, comprendre, au moins le client, fournisseur, et puis, puis comptable peut-être un peu, mais client, fournisseur, tu veux pas qu'il s'installe ni plus ni moins un peu une peur, puis que ton entreprise dévalue. Ben c'est ça l'enjeu, parce que tu sais, par exemple, toi, si tu étais dans cette position-là, tu ne crierais pas sur tous les toits non plus, je suppose. Ben, peut-être que oui, je sais pas. Non, en effet. C'est ça l'enjeu. Puis, par exemple, s'il y avait un site ou une application, comme tu mentionnes, là, où est-ce qu'il y a un style de centrisme, une affaire de whatever, est-ce que tu ferais vraiment ça? Mettre ton entreprise à vendre? Parce que je suppose que quand tu achètes une entreprise, tu n'as pas juste besoin du nom. Tu vas pas juste acheter un nom. Tu vas acheter aussi des bilans, tu vas acheter des états financiers. Donc, c'est vrai que c'est pas si facile que ça. Oui, mais le processus classique, parce qu'il y a, je pense à acquisition.biz, là, qui est une application qui essaie de vivre avec ça là, depuis un bout de temps, mais qu'à un moment donné, il y a juste des Tim Hortons là-dessus, puis des franchises, puis tout ça, puis c'est beaucoup des franchiseurs qui cherchent des franchisés, mais acquisition.biz, c'en est une. Mais sinon, c'est via les bureaux comptables et tout ça. Il y a tout un processus assez classique pour répondre à ta question. C'est que tu ne veux pas trop le dire, mais il y a moyen. Premièrement, c'est qu'ils vont faire une fiche descriptive. Je vais prendre un parallèle avec Centris.
Puis il la nomme jamais. Il n'y a jamais le nom de l'entreprise. Puis, tu sais, entreprise manufacturière œuvrant dans le domaine de l'acier. Puis là, ça va être un peu nébuleux, tout ça. Bon, quand tu es moindrement alerte, là, tu dis, OK, l'entreprise est à Montérégie, le chiffre d'affaires est entre, je ne sais pas, moi, 20 puis 40 millions, puis c'est dans l'acier. Puis, à un moment donné, tu peux quand même un peu lire entre les lignes, puis identifier la cible. Mais il y a ça. Fait que la fiche, elle est très générique au début, généralement, que ce soit sur le site dont on parle ou même via des comptables. Puis ensuite, s'il y a des intéressés, c'est que tu trouves à contacter ou à ouvrir un dossier, tu t'affiches comme étant un intéressé. Puis là, il va se faire désolé le terme, un NDA, là, un Non-Disclosure Agreement, en français, entente de confidentialité, je pense, qu'on pourrait traduire. Puis là, les gens, là, ça va passer à un deuxième niveau, deuxième étape, puis là, il va y avoir transmission, effectivement, des états financiers et tout ça, mais c'est assez béton, là, tu as quand même quelques pages de lettres que tu dois... Donc, si tu veux en savoir plus, il faut signer plusieurs documents, puis là, tu vas t'en faire donner. Puis la personne va faire le tri aussi. S'il y a un agent, pour reprendre l'exemple de l'immobilier, ben, il y a un courtier immobilier, puis il y a un courtier entre les deux qui va faire l'intermédiaire puis qui va filtrer que ce soit des gens qui ont les reins assez solides, qui ils vont faire signer le papier de confidentialité. Tout ça. Fait, en fait, c'est tout ça qui explique pourquoi est-ce qu'on n'a pas une application comme Centris, justement, qui qui mainstream, si on veut, le processus de rachat d'entreprise, donc le reprenariat. Ça serait ça, je suppose. En effet. Mais tu sais, je pense qu'il y aurait quand même moyen, par exemple, si tu disais, tu sais, toi, tu t'en cherches une, tu dis, mettons, tu dis, ben moi, j'aimerais ça qu'elle soit en environnement. Tiens, ça me plaît parce que ma formation, mon background, mes intérêts, tout ça, rejoignent ça. Avec le portefeuille que tu as, tu dis, ben j'aimerais que l'entreprise vale, je sais pas moi, entre 2 et 5 millions parce que j'ai telle capacité d'emprunt et tout ça. Puis, il y aurait quand même moyen, je pense, de matcher des critères. Mais bon, on n'est pas en train de la designer, l'application aujourd'hui, mais il y aurait quelque chose à faire. Mais est-ce que tu penses que malgré que s'il y avait une application qui existait pour ça et tout, vu qu'on est comme un peu aussi dans une vision, une culture de performance depuis quand même un certain moment, on dirait que moi, je le vois comme l'entrepreneuriat est très valorisé et peut-être moins, justement, le reentrepreneuriat. Ouais. Donc, un peu aussi que tout le monde, on a comme le désir de avoir la success story. Je suis partie de rien, c'est moi qui ai bâti mon entreprise. Donc, est-ce que malgré s'il y avait vraiment un bon système en place, c'est trop un peu la culture de moi, je vais faire ma propre voie qui est mise de l'avant? Tu marques un autre excellent point. On dirait qu'il y a quelque chose de moins spectaculaire. Puis, puis pourtant, tu sais, je prends souvent... Ouais, c'est ça. Donc, je ne ferai pas trop d'autres exemples, mais oui, il y a quelque chose de moins spectaculaire. Puis les gens, je ne sais pas s'ils se donnent autant de temps qu'avant. Tu sais, on dirait que... pourtant, le cycle, quand tu regardes, de reprendre une entreprise qui est déjà rendue, en tout cas, moi, dans mon cas, quand je me suis lancé en affaires, l'entreprise avait 6 ans, mais les premières années, le 3 à 5 ans du départ, là, il est difficile. Tu sais, tout structurer tes réseaux de fournisseurs, aller chercher tes premiers clients, puis même avant ça, le financement, puis faire le preaching au début, là, tu sais, d'aller convaincre tout le monde, oui, ça va marcher, puis là, tu as toute ta famille qui te traite de fou, puis tu sais, qui se disent, voyons donc, tu sais, il va se planter, elle va se planter, et tout ça. Fait que bref, les premières années, c'est assez aride. Mais il y a, alors que de reprendre une entreprise, bien, il y a déjà des gens là, qui ont fait ce parcours un peu aride-là au début des premières années. Mais acheter une entreprise qui est déjà établie, par contre, bien, il faut que tu la payes. Là. Tu sais, souvent, les gens se disent... C'est le côté financier. Oui, c'est ça. Parce que tu achètes une base, il y a quelqu'un qui l'a fait au début pour toi. Là. Il y a déjà des bâtiments, il y a déjà une base de clientèle et tout ça. Donc, c'est 2 modèles. Mais oui, je continue de dire qu'on dirait qu'on admire les startups davantage. Il y a quelque chose de magique, spectaculaire dans ça. Puis alors que... Et pourtant, les deux sont autant valables. Souvent, le travail en arrière devrait être autant valorisé, en fait. Oui, c'est ça, effectivement. Oui, puis l'impact sur la société aussi, elle l'est, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs que la source de leur ambition, c'est justement ça, c'est d'avoir un impact peut-être sur la société, sur une clientèle cible ou peu importe, de développer quelque chose. Ben, je pense qu'en reprenant une entreprise,
Ouais. Je veux dire, on est capable d'atteindre... Fait que ça veut dire que toi, pour tout le processus de chercher ton entreprise, c'était via un comptable, c'est ça? Dans mon cas, je réseautais via un comptable puis via une institution financière, OK. le pendant entreprise d'une institution financière. Ils ont des gens pour ça aussi. Puis, De le laisser savoir, de Ouais. dire je cherche quelque chose, voici mes critères, ça serait à peu près entre ça et tout ça. puis comment est-ce que tu as trouvé Sidex? Ben effectivement, on y arrive dans toute cette belle histoire-là. Je recule d'un pas. Donc, on était deux cadres chez Kroger qui, sans se l'être dit, c'était vraiment pas une démarche concertée. On était dans le même processus, puis dans le même raisonnement d'avoir la petite voix de l'entrepreneur qui appelait, puis qui s'était mis dans les derniers mois, dernière année à dire, bon, mais plutôt que de rester dans mon industrie, j'ai 41 ans. À ce moment-là, mon collègue aussi de l'époque, puis on est dans un petit local à un moment donné, puis on se confie, comment tu vois ça les prochaines années, puis là, on jase de notre avenir, comme je pense que c'est sain de le faire, tout ça, puis sinon, on est endormi, je pense. Mais c'était important de le faire. Puis, il me confie, moi, je suis en train de réseauter avec telle institution financière qui n'est pas la même que moi, puis tel bureau comptable, que là, puis même, on réalise, puis là, je lui dis, c'est drôle, moi aussi, puis t'es-tu sérieux? Fait qu'on parle sur une base un peu confidentielle, qu'on est chacun dans une démarche, mais chacun de notre côté. On se connaît, on a 2 profils différents. Lui, un peu plus comptable, il est comptable de formation, mais puis on a à peu près le même âge, il y a 1 an ou 2 plus jeune que moi, puis mais bref, on ne travaille pas sur les mêmes pistes, donc on ne chasse pas nécessairement la même piste, sauf, comme par hasard, parce qu'un de nos critères, on est... moi, lui, origine de la région de Trois-Rivières, moi, j'originais de Montréal, puis j'étais venu m'installer en Estrie via mon employeur qui m'avait offert un poste de directeur ici, tout ça. Donc, on avait vraiment adopté l'Estrie. Puis un de nos critères, c'était, dans nos recherches d'entreprise, c'était, ça serait le fun de rester en Estrie. Tu sais, on était amoureux de la région et tout ça. Donc, tel domaine d'activité, l'Estrie, telle ampleur d'entreprise que tu peux ou que tu peux pas te payer et tout ça. Fait que bref, on recevait ce qu'on appelle des teasers, donc des fiches un peu génériques, comme on parlait tout à l'heure, mais qui donnent les grandes lignes d'entreprise à vendre. Puis on avait même reçu 2 teasers qui étaient les mêmes. On s'était fait offrir les mêmes entreprises. Fait que ça, on trouvait ça assez cocasse. Puis là, on disait, c'est-tu vrai? T'as-tu vraiment regardé cette entreprise-là? Puis pourquoi t'es pas allé? Puis moi, c'était l'affaire qui me tentait moins, puis tout ça. Fait que bref, on se laisse là-dessus, mais on sait qu'on démarche, puis on s'en parle pas tant, là, mais à un moment donné, on se rencontre quelques mois plus tard, puis il me dit, il me fait signe avec un clin d'œil, il dit, c'est réglé, je m'en vais. Je dis, tu t'en vas, pour vrai? Il dit, ouais, je vais déposer ma démission, j'ai trouvé un fit. Une entreprise manufacturière dans le parc industriel de Magog, à peu près telle, qui répondait à ces critères. Ils ont besoin d'un DG. À ce moment-là, cette entreprise-là avait été fondée par, ça s'appelait Groupe Concept PV, donc par 2 fondateurs, le P et le V, un Poulain et un Vaillancourt, 2 entrepreneurs qui avaient uni leurs forces et tout ça, puis qui avaient 6 ans auparavant lancé leur entreprise. Et puis eux se cherchaient un directeur général avec une formation de comptable qui allait prendre les rênes de l'entreprise dans le day-to-day, puis qui allait l'amener ailleurs. Puis ça a été ça le fit de mon associé actuel, Yannick. Puis il a accepté, puis il est venu comme co-actionnaire de cette entreprise-là. Il a acheté une portion de l'actionnariat. Et puis on a gardé contact. Puis là, lui, il me savait encore chez Kroger en train de chercher, tout ça. Puis à un moment donné, on est en train de dîner à quelque part sur une table de patio. Puis sa conjointe lui fait penser, elle dit, tu sais, Éric, là, c'est le complément. Il est ce que tu n'es pas. On a 2 profils différents et complémentaires qu'on aime bien dire. Puis c'est l'amalgame des 2 qui fait quelque chose d'intéressant. Donc, via sa conjointe, elle lui dit, pourquoi il ne ferait pas la même chose que toi? Il ne viendrait pas te rejoindre. Donc, puis moi, je dis, moi, je suis en train de chercher, mais je n'ai jamais envisagé qu'il puisse y avoir comme une 4e place, un 4e propriétaire de cette entreprise-là. Mais lui, il va en parler aux 2 fondateurs. Il dit, écoute, il leur dit, j'ai un collègue qui est encore chez Kroger. Son profil est plutôt celui-là de marketing, vente, tout ça.
bref, on trouve un fit, puis ça aura pris 6 à 12 mois à peu près de notaire, avocat et tout ça, et de démarches pour convenir de la façon de faire le setup à 4 propriétaires. Donc, moi, je suis arrivé. Essentiellement, on est devenu 4 propriétaires à 25 % de l'entreprise. Pour finalement pas très longtemps, parce qu'il y avait un des fondateurs, 2-3 ans après, lui, pour une question d'âge aussi et tout ça, a libéré de la place. Donc, moi, j'ai acquis ses parts. On a resté un petit bout, à peu près 3 propriétaires, pas très longtemps. Puis, une autre année ou 2 après, on rachetait le deuxième fondateur pour redevenir 2 propriétaires à 50-50 de notre entreprise actuellement. Je vous épargne les détails, mais quand on fait ça, jouer dans l'actionnariat, je pense que vous êtes en droit. Je ne sais pas dans quoi vous allez vous spécialiser en type de droit, mais c'est long. C'est des conventions d'actionnaires, puis jouer dans l'actionnariat, puis tout ça. Mais on y arrive après de bonnes factures, puis un certain temps. Mais parce qu'on a joué quelques fois quand même dans ça. Là, les proportions ont changé et tout ça. Puis ça aussi, je parlais de Call of Duty tantôt, on arrive de la grande entreprise. Demandez-moi si on avait envie de faire les choses tout croche. Là, on a fait ça vraiment. By the book. La bonne fin. C'est ça. C'était pas une serviette de table là, au coin de la table au restaurant, là, barbouillé. Là, on a voulu bien faire les choses, puis bien s'entourer. Puis le saut entre la grosse entreprise puis la petite entreprise, la petite entreprise, excuse, ta propre entreprise. Oui. Ça s'est passé comment? Parce que là, il y a eu un déclic à un moment donné, tu t'es dit, bon, je vais remettre ma démission. Oui. Je m'en vais d'une place que ça fait 15 ans que je suis là. Ça, ça n'a pas été de tout repos en passant. C'est pas parce que c'est moi, mais si je vante encore la grande entreprise, quand je vous ai parlé de bonne gestion des ressources humaines, quand tu as des candidats qui occupent des postes relativement, je cherche le terme, stratégique. Dans une entreprise, il faut que tu gères tes sorties, il faut que tu gères les départs, il y a des entrevues de départ et tout ça. Donc, quand tu as des gens qui occupaient des fonctions quand même qui étaient importantes puis stratégiques, donc il y a eu des rencontres dans une usine, au siège social, 2e, 3e. Puis évidemment, ils ne veulent pas te laisser partir sans gérer ça. Ils veulent comprendre tes motivations. Donc, si tu n'es pas sûr, puis tu es hésitant, puis tu n'es pas trop sûr de ta décision, d'après moi, ils vont réussir à te rattraper, puis ils ne te laisseront pas partir parce que, essentiellement, oui, les conditions améliorées, est-ce qu'il y a des choses dans ton travail, on prend tes tâches, puis on coupe tout ça en deux, trie ce que tu veux faire de ce que tu ne veux pas faire, puis on va te faire juste ce que tu as envie de faire, puis vous imaginez bien que puis c'est honorable de le faire comme ça aussi dans une grande entreprise, mais ils gèrent les départs. Donc, c'était pas de tout repos, mais quand même, j'étais déterminé à le faire. Puis, toute la décision était prise, dans le fond. Elle était prise. C'est ça, était prise. Fait que ça veut dire que c'était des formalités, mais ça devait être quand même... Y a-tu un moment où tu as douté? Tu as dit, c'est peut-être pas une bonne idée? Non. Puis ça, c'est peut-être propre à moi, mais je te dirais que quand même, dans un parcours de propriétaire puis de gestionnaire de PME, il y a des grands principes. Là. Je m'en souviens d'un, puis je l'ai même servi à des gens des fois. Je dis toujours, quand tu conduis une voiture, le pare-brise est grand comme ça, mais le rétroviseur, il est grand comme ça. Fait que regarde donc plus dans le pare-brise que dans le rétroviseur. Regarde en avant, regarde pas en arrière. Parce qu'il y en a un qui est 5 % de l'autre. Puis c'est beau, là, ça fait très romantique de le dire comme ça, là, mais c'est pas... dans les faits, c'est normal, je pense que des fois, d'avoir des doutes puis de regarder un peu en arrière. Oui, tu regardes plus en avant, mais des fois, quand il y a des journées difficiles, par exemple, là, en ce moment, là, je vous apprends rien, il y a des enjeux de main-d'œuvre dans les entreprises. Toute entreprise, je l'ai dit manufacturière, mais toute entreprise, il y a des enjeux de main-d'œuvre. C'est difficile de trouver de la bonne, mais juste de la main-d'œuvre, pour... Puis s'il y a des emplois des fois plus ouvriers, un peu de production, tout ça, c'est pas les emplois les plus attrayants. Donc, même si on travaille fort pour créer une bonne vibe, puis un bon milieu de travail, tout ça, il y a quand même un peu plus de rotation qu'il y en avait avant. Parce que là, vous avez mentionné justement que, oui, c'est normal d'hésiter et tout, mais est-ce que tu penses que le fait que tu savais que tu allais te lancer en affaires avec quelqu'un qui avait un parcours peut-être complémentaire, justement, ou un aspect, je crois, comprendre plus financier, le côté comptable, plus sûrement rationnel, il analyse beaucoup les chiffres.
Est-ce que tu penses que ça a été un facteur justement qui faisait que c'était plus rassurant et tu as moins hésité que si tu disais « Ah, je me lance 100% tout seul ». Tout à fait, tout à fait. Je pense que je l'aurais pas fait tout seul, tu sais, puis ça, c'est quelque chose, je fais souvent le lien, là, tu sais, mais si je refais un lien avec la grande entreprise, là, je me souviens qu'on avait un propriétaire privé, là, tu sais, puis lui, il y avait comme une devise là, que moi, j'ai toujours continué à appliquer, là, puis peut-être un peu galvaudé, on l'a déjà entendu, mais essentiellement, c'est l'importance de s'entourer de gens meilleurs que toi, tu sais. Puis plus tu montes dans un organigramme d'entreprise, toute organisation confondue, privée, publique et tout ça, je trouve que ça accentue cette importance-là. Tu sais, individuellement, tu n'as pas à être le meilleur en comptabilité, puis un 10 sur 10 en comptabilité, puis en vente, puis en production, puis en ingénierie, puis en environnement, puis toutes les facettes qu'il peut y avoir dans une entreprise, en développement des affaires, tout ça. Tu as juste à être un excellent chef d'orchestre, tu sais. Puis c'est pour ça que je prends cet exemple-là. Tu sais, le chef d'orchestre, clairement, il joue pas du trombone, puis il joue pas de la batterie, puis du saxophone, puis tous les instruments individuellement. Il peut probablement se débrouiller dans quelques-uns, mais lui, il faut qu'il s'assure que l'ensemble fasse quelque chose, que l'output de l'ensemble soit puissant, tu sais, puis qu'il soit performant, puis qu'il aille loin. Tu sais. Fait que c'est l'image avec le chef d'orchestre, mais le coach d'hockey, sa patinoire, lui, il ne va pas manipuler la rondelle. Tu sais. Il s'assure d'avoir les meilleurs défenseurs, placer les bons joueurs aux bons endroits, tout ça. Je fais le parallèle d'ailleurs avec le fait que quand je dis que tu achètes une entreprise déjà avec quelques années tu sais, je parlais des premières années à RID, là, de mettre les gens dans les bonnes chaises, dans les bons endroits, d'avoir recruté via des chasseurs de tête ou pas, mais d'avoir fait cette structure-là, puis ça vaut quelque chose, tout ça. Là, ça, c'est une des raisons, entre autres, moi, pourquoi je voulais acheter quelque chose de déjà parti plutôt que de partir à zéro. Là. Bref. Mais oui, de s'entourer de gens meilleurs que soi, c'est quelque chose que je continue d'expliquer tout le temps. Puis dans cette lignée-là, mon associé déjà en place qui avait un profil complémentaire au mien, ben ça, c'était sécurisant, effectivement. C'est ce qui s'occupe, puis ce que je m'occupe, ben on y va avec nos forces. T'sais, nous, c'est pas notre formation académique qui nous dit c'est toi qui vas prendre cette partie-là ou cette partie-là. On regarde ça dans quoi on est bon. Puis si chacun s'occupe de ça, dans quoi il est bon, ben ça va fonctionner. Là. Puis est-ce que tu connaissais bien le marché dans lequel l'entreprise est? Parce qu'en fait, oui. Est-ce que tu pourrais nous expliquer parce qu'on c'est quoi? Oui, on n'en a pas encore abordé. On tourne autour du pot, là, c'est ça. On a fait ça d'une façon un peu différente. Mais, bref. Oui, en fait, cette entreprise manufacturière-là, cette opportunité-là qui s'est offerte via mon associé en premier, comme je l'expliquais, avec peut-être 10 ou 12 mois de décalage, c'est une entreprise manufacturière qui a son usine à Magog, qui avait 6 ans à ce moment-là. Là, on se reporte en 2012, au moment où moi j'ai acheté. Elle avait été fondée en 2006 par 2 fondateurs, Poulain Vaillancourt, vraiment un maniaque du domaine du bois avec 2 passions et 2 gros bagages de connaissances aussi, bagages dans le bois, bagages dans la peinture. Ils avaient uni ça, eux autres aussi, à la base. Puis, ils avaient fondé une entreprise qui achètent de la matière première de bois, donc du bois qui n'a pas du tout de forme, puis ils en faisaient la transformation dans du revêtement extérieur. Donc, c'est une entreprise qui fabrique du parement extérieur ou du revêtement extérieur de bois, seulement que du vrai bois, pas de composite ou d'aggloméré ou de produits d'imitation, c'est que du vrai, comme ça existe depuis quelques centaines d'années. C'est toujours une part du marché mondial. Donc, nous aussi, au Québec, au Canada, on a beaucoup de bois. Et donc, c'est du parement. L'habillement d'une maison ou pas juste d'une maison. Aujourd'hui, il y a des bibliothèques, des casernes de pompiers, du commercial, l'institutionnel aussi qui se fait avec du bois. C'est le matériau probablement extérieur le plus environnemental, en fait, d'empreinte environnementale de sa fabrication à sa disposition. Donc, il y a quelque chose de stimulant là-dedans. Donc, je n'avais pas, moi, d'expérience dans le bois, autre que notre entreprise avait des scieries et tout ça. Puis moi, j'ai toujours été un gars qui a été aussi dans le milieu de la rénovation-construction. J'étais un manuel. J'en ai toujours fait aussi, puis tout ça. Donc, mes petites connaissances là-dedans
était tout de même assez limité, mais je suis un curieux, je suis un gars, j'ai un côté un peu technique, tout ça. Donc, on apprend vite, puis ça m'intimidait pas du tout là, que ce soit dans ce domaine-là. Non. Fait que c'est ça. Puis ça veut dire, dans le domaine du bois de revêtement extérieur, ouais. Est-ce que c'est un marché qui est dynamique ou est-ce que c'est assez. C'est-à-dire, à quoi ressemble un peu l'étendue du marché? Avec qui vous faites affaire? Est-ce que c'est les clients? Est-ce que c'est des gens qui veulent se construire des maisons? Est-ce que c'est des compagnies de construction? Je sais pas si tu peux nous peindre un peu un portrait de l'environnement dans lequel. Le produit, c'est un produit, si j'en parle rapidement, mais c'est un produit qui a toujours. C'est un des plus vieux, à part la maçonnerie, même avant que le développement ici du Québec, du Canada, tout ça se fasse. Quand on regarde dans les plus vieux pays, tout ça, il y a toujours eu du parement, du revêtement de bois. Même que ça accompagnait parce que ça vient de la nature, donc on comprend pourquoi. Mais à part la maçonnerie, la pierre, la brique et tout ça, c'est un des plus vieux parements. Ici, on évalue à peu près à 10 des mètres carrés installés ou des pieds carrés qui sont installés. Donc, oui, il y a toutes sortes d'autres types de parements, mais celui-là est toujours un genre de base irréductible, une base irréductible de 10 à peu près du marché qui est du vrai bois. Donc, nous, notre rôle, c'est d'aller chercher la plus grande part de ce 10 %-là. Le marché est composé d'un très gros fabricant qui se doit d'être un petit peu plus dans le produit standard, générique et tout ça, parce qu'il est assez gros. Et puis, il y a quelques joueurs moyens ou de moyenne grandeur dans le Québec, dont on fait partie. Je pense que de ce qu'on sait un peu, on serait probablement le plus important des trois, donc ce qui nous mettrait à la place du deuxième plus important fabricant québécois. Puis ce marché-là, il est relativement stable. C'est-à-dire que souvent les gens disent « Ah, ça revient à mode ou c'est à la mode. » Non, il n'y a pas vraiment de mode. C'est une base irréductible là, qui perdure au fil des ans puis qui est une des plus anciennes. Puis souvent, je me plais à dire que c'est le seul parement qui est imité et copié par tous les autres. C'est-à-dire que on voit ça aussi dans la céramique ou dans d'autres matériaux. C'est que les produits d'imitation, qu'ils soient en métal, en aggloméré, en plastique ou en acier et tout ça, ils veulent tous avoir un motif, une texture et tout ça du bois. Donc, c'est probablement on a un produit qui, comme on dit en business, qui se fait souffler dans le cou beaucoup. Dans le sens qu'il est continuellement... les imitateurs s'acharnent dessus, ni plus ni moins. Donc, puis il est dur à faire évoluer parce qu'à un moment donné, ça reste que c'est du bois. Là, c'est ça. Puis l'ambition dans tout ça, c'est quoi? Est-ce que c'est de continuer à prendre plus de parts de marché ou comment est-ce qu'on fait pour développer un produit justement qui semble être peu différencié dans le sens où... Ouais. Moi, si on parle de développement, je suis un adepte de ceux qui pensent qu'en développement des affaires, en développement de marché, il y a toujours des parts et des volumes non sollicités ou qui sont plus accessibles avant de parler. Par exemple, je fais référence aux États-Unis. Les gens me disent, vendez-vous aux États-Unis? Non, on ne vend pas encore. Mais pourquoi vous ne vendez pas aux États-Unis? Parce que ça apparaît comme la manne ou la grosse affaire, tout ça. Puis je dis, j'ai des volumes que je ne suis pas encore allé chercher, puis qui sont à 50, puis 100, puis 200 km avant d'aller chercher des volumes qui sont à 1000, 1500, 2000 km, puis qui sont plus difficiles à aller chercher. Je ne parle pas seulement de transport, là, je parle pour aller juste en représentation et tout ça. Donc, en anglais, des fois, on dit des low-hanging fruits. Il y a des fruits encore à cueillir. Pourquoi aller chercher dans les arbres à l'autre bout du monde quand tu en as encore autour de toi que tu n'as pas ramassé? Puis ça, je pense que dans du développement de marché, il faut être sûr d'avoir une certaine maturité dans tes marchés primaires ou dans ton rayon primaire avant de tomber dans ceux qui sont beaucoup plus coûteux et qui nécessitent plus d'efforts pour aller les chercher. Donc, on fait du développement. Dans notre cas, c'est via des représentants physiquement qui, pour répondre à une de tes questions, les clients. Les clients, c'est... dans notre cas, on est autant en B2C qu'en B2B, c'est-à-dire qu'un consommateur peut faire un achat direct chez nous, mais on vend beaucoup via des entrepreneurs en construction qui ouvrent des comptes et puis qui achètent leurs matériaux chez nous.
Il y a quelques revendeurs, des magasins, mais on ne veut pas, puis on n'a pas une stratégie de passer via un réseau de distribution qui dépersonnalise un peu, puis qui fait chuter un peu le niveau d'accompagnement et de service qui accompagne nos produits. C'est-à-dire que nos produits, on pense que c'est pas de la commodité, c'est-à-dire des petits produits tout pareils qu'une marque ou l'autre, c'est toute la même chose. Une commodité, je vous apprends rien, elle n'est pas quality sensitive ou elle n'est pas service sensitive, elle est très price sensitive. Le meilleur exemple que je prends, c'est de l'essence. Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui dit « moi, je mets que du Shell ou que du Petro-Canada », tout ça, ça, c'est une commodité. Mais une spécialité, en opposition, ça en est une qui est très orientée. Là, le prix, c'est secondaire. Tu achètes des attributs de qualité, de service et tous les autres aspects qualitatifs plutôt que quantitatifs. Fait que, bref, nous, on vend une spécialité. Donc, cette spécialité-là, ça impose qu'on ne se vende pas via des grandes surfaces, des bannières, tout ça, qui savent à peu près pas de quoi qui parlent. C'est des hauts standards de qualité, autrement dit. C'est ça. Là. Effectivement. C'est comme ça que vous brandez, d'ailleurs. Tout à fait. Oui, tout à fait. On veut se démarquer de cette façon-là. Puis, en principe, quand tu es comme ça, tu pourrais te permettre de vendre à des marges un petit peu plus élevées. Puis, à ce moment-là, ce n'est pas que du volume. Tu vas avoir peut-être des volumes un peu moindres, mais avec de la qualité plus élevée puis des marges un petit peu plus vivables, ni plus ni moins. Donc, l'entreprise, en fait, vous visez peut-être plus croissance long terme, stable, vous assurez de garder votre service distinctif que juste miser sur l'expansion à l'international? Effectivement. On le fera jamais. On veut toujours prendre l'expansion puis progresser, tout ça, mais on le fera jamais au détriment là, de diluer, ni plus ni moins, ce qui nous distingue. Là. C'est dans notre ADN, effectivement. Puis j'ai remarqué aussi que le nom de l'entreprise, tu avais dit PV. Ouais. Là, ça s'appelle Sidex. Tout à fait. Donc, quand je suis arrivé en 2012, là, j'avais des associés qui, le gars de marketing, tout ça, donc ça va être intéressant, mais ça s'est imposé parce que, le nom de base, là, je fais un petit clin d'œil à nos fondateurs, mais c'était un peu ordinaire. Tu sais, PV, oui, les deux lettres, là, il y en a plusieurs qui l'ont fait avant, mettre un nom propre ou un prénom ou un acronyme dans des noms d'entreprise, mais je savais que c'était pas ça qui faisait que l'entreprise allait surtout si on voguer vers d'autres cieux. Eux non plus qui gèrent l'entreprise. C'est ça. Donc, surtout, un jour, s'ils allaient quitter, là, le nom, donc, je voulais le faire poliment envers eux, mais aussi habilement parce que quand l'entreprise a déjà une base, je l'ai dit que la base avait une valeur tantôt et tout ça, tu ne veux pas coordonner quelque chose où tu dis tel lundi, là, dans 6 mois, là, on prévoit une transition, puis on va changer de nom, puis on va s'appeler... il y a des aspects légaux là-dedans qu'il faut savoir gérer. Mais bref, mon profil marketing, j'aurais pris, parce que je suis un perfectionniste de nature, j'aurais pris un peu plus de temps à le faire, mais c'était prévu qu'en arrivant, on fasse un rebranding, donc de l'entreprise. Je ne sais pas pourquoi on le dit comme ça tout le temps en anglais, là, mais une refonte de l'image de marque, je pourrais peut-être dire. Puis pour moi, c'était vraiment, vraiment autre chose que de changer un logo puis de changer un nom. C'est vraiment, je voulais faire un processus où on allait se questionner, premièrement, dans notre ADN, sur qui on était comme entreprise, sur ce qu'on voulait devenir et faire. Je vous donne juste un exemple. Si on avait établi qu'on voulait devenir, au lieu d'être une compagnie de revêtement de bois, qu'on voulait devenir être une compagnie de revêtement, et non pas exclusivement dans le bois, est-ce que toute la notion de nom d'entreprise qui a une connotation bois, là, si on s'appelait, je sais pas moi, on avait mis bois ou wood là-dedans, ou des petits acronymes, ou même une image où on voit une bille de bois ou des feuilles vertes, ou je sais pas trop quoi, ça venait guider finalement un peu ce qui allait venir en aval dans le processus parce que si on avait établi que on veut pas être strictement dans le bois, ça ouvrait la porte à plein d'autres noms, plein d'autres. Donc, on s'est questionné beaucoup là-dessus. Est-ce qu'on voulait être vendu aux États-Unis, par exemple? Donc, le nom, c'est clairement, il allait avoir une consonance qui accueille bien autant l'anglais que le français et tout ça. Est-ce que... Bon. Fait que là,
On fait des liens en passant. Là. On a engagé un des meilleurs experts en rebranding du Québec, Nado Branding, un monsieur qui avait fait Pure Vodka, puis une couple de trucs et tout ça. Puis il me plaisait bien au niveau de la connexion parce que lui avait aussi compris que de faire un rebranding, c'est autre chose que des faiseurs de logos que j'appelais. Là, parce qu'il y a des entreprises en marketing qui venaient me présenter des logos. Ça, il y en avait plein. Mais quelqu'un qui allait comprendre que c'était qu'on allait... accompagner dans la transition. Oui. Puis ça aussi, c'est un autre point, c'est que je voulais que ça soit fait dans un exercice de transition, c'est-à-dire sur 1 an et demi. Je me donnais 18 mois. Finalement, on est tombé en pandémie quand c'est arrivé, mais tu sais, je voulais que les gens qui nous observent changer de nom, arrivent pas, puis il y a un lundi où c'est un autre logo que sur tes bâtisses, puis les cartes d'affaires, puis le site web, puis qu'ils se disent « Ah, ça a-tu été vendu? Est-ce que ça a fait faillite? Est-ce que... » Puis que ça crée une insécurité ou une instabilité dans l'industrie, puis que les gens cassent du sucre sur notre dos un peu. La compétition, des fois, ça s'amuse ou récupère ça à ton détriment. Alors, tu sais, je voulais que tout ça soit bien géré, puis Nado, tu sais, c'était une firme qui l'a compris, ça, puis on a développé vraiment tous les éléments autres, puis le plan de transition sur 18 mois, parce que j'insistais beaucoup pour le faire. Donc, au début, on a lancé, plutôt qu'un changement de nom d'entreprise, on a lancé une marque de commerce. Donc, Concept PV a fabriqué pendant 6 à 10 mois à peu près du Sidex, c'est-à-dire que c'était une marque de commerce de produits. Donc, ça permettait d'introduire le logo. En passant, on peut dire autant Sidex que Sidex, mais vous avez compris que Sidex, c'est un peu plus les sidings. C'est du siding qu'on fabrique, donc du siding expert ou siding. Puis je voulais que un des attributs du nom, c'est qu'il puisse prévoir des déclinaisons avec pour éventuellement lancer des collections de produits et tout ça. Donc, le EX, c'est très voulu. Le suffixe EX sert à... Comme chez nous, les gens, c'est des side experts. Je peux lancer une collection qui est Sidex Pro ou... bref, il y en a plusieurs, là, side expression pour une collection de couleurs, expression, tout ça. Bref, il y a comme une vingtaine de sous-noms qu'on a déjà prévus / réservés. Donc, ça, c'était un des attributs du prochain nom. On voulait qu'il y ait 4 à 6 lettres qui soient bilingues et tout ça. Donc, je vous épargne un peu l'exercice, mais s'il y a un consultant qui te charge 25-30 000 pour faire ça, ça doit être parce qu'il y a un peu de matière. Mais bref, on a fait ça. Puis c'est ce qu'on a fait, finalement, c'est que pendant 6 à 8 mois, Sidex fabriquait, Concept PV fabriquait du Sidex. Fait que là, les gens ont commencé à s'introduire le deuxième nom. Il y avait un petit logo. Il y a eu un autre 6 à 12 mois, 6 mois peut-être, où là, on a introduit Sidex. Donc, Sidex était en avant-plan. Puis là, c'était Sidex par groupe Concept PV. Puis Concept PV était rendu peut-être à 25% du visuel, très, très inférieur. Donc, il y avait un 25, 75, 50, 50, puis un 75-25 dans la transition pour que tout le monde l'observe puis voit, OK, c'est un qui est devenu l'autre, là, tu sais. Donc, c'est un petit peu la stratégie qu'on a fait dans le rebranding. C'est vraiment intéressant, par contre, parce que c'est vraiment jouer avec le visuel en soi. Là. Fait que c'est ça. Puis, il y a combien d'employés dans cette entreprise-là? Actuellement, 36 employés. 36 employés, OK. Ça inclut l'administration et des employés de production, oui. Puis si on regarde dans les 5 à 10 prochaines années, là, évidemment, on ne peut pas dans la stratégie, là, je veux dire, que je veux pas... mais comme, où est-ce que tu vois ton entreprise? Où est-ce que tu vois toi, au niveau personnel, dans les prochaines années? Oui, mettons, je réponds sur l'entreprise, je la vois, je vais répondre pour l'entreprise en premier. Quand on est entrepreneur, je connais pas beaucoup d'entrepreneurs qui disent « Moi, je veux laisser tout ça pareil, je veux pas que ça change. » Il y en a quelques-uns peut-être, mais d'après moi, sont un peu peut-être à la fin de la carrière. Là. Moi, j'en suis pas là encore. Mais je vois de la progression, je vois encore de l'expansion, de la progression pour l'entreprise. Il y en a une partie de celle-là que c'est encore des marchés où on ne se sent pas encore assez présent dans le Québec. Le nord-est des États-Unis, donc je ne vais pas parler des États-Unis, je vais parler du nord-est des États-Unis parce que le marché est moins distancé. Que les produits comme ceux qu'on fabrique sont beaucoup plus populaires. Il faut comprendre que quand
le voyez-vous, on ferme la boucle, le marketing, le gars de marketing qui parle un peu, mais j'ai fait des études de marché aussi sur ma business à moi, tout ça, pour mesurer le potentiel géographique de où des produits comme les nôtres s'installent le plus puis ils sont les plus populaires. Donc, évidemment, on le sait là, quand on va dans les États du Nord-Est. Il y a énormément de bois sur la maison, des styles un peu Cape Cod qu'on appelle et tout ça, les bords de mer. Et puis c'est très, très charmeur, là, ni plus ni moins, mais nos produits sont populaires là. Donc, ça serait le Nord-Est des États-Unis et l'Ontario. Donc, on ajoute un cercle différent au cercle où on commence à être bientôt saturé. Mais je continue de penser que dans notre premier cercle, le cercle primaire, là, le Québec lui-même, on n'a pas tout été cherché encore, puis on peut améliorer notre position, mais le deuxième cercle, il est déjà envisagé, tracé, identifié, et tout ça, puis il y a déjà des démarches d'amorcer. Ça, c'est ça au niveau entreprise. Pour ma part, mettons que je réponds, je ne suis pas sans me questionner personnellement. Moi, peut-être, si j'avais à dire un peu où je m'en vais, j'aimerais ça peut-être un peu m'éloigner de la gestion quotidienne. Je trouve qu'après une douzaine d'années, c'est un des constats que j'aurais fait. Tantôt, j'ai parlé d'un constat en PME, j'ai dit tout ne va pas aussi vite. Mais un autre constat que je fais, c'est que souvent, tu es dans une dimension d'entreprise où tu ne peux pas que t'entourer de gens, des professionnels, puis des postes de tes plus hauts salariés où tu mets des gens très forts dans chaque fonction. C'est une question d'arriver en bas du bilan ou pas. Là, tu pourrais, souvent, financièrement, ton entreprise peut être un niveau où tu ne peux pas te staffer un organigramme de fou parce qu'il y a une question de rentabilité aussi. Donc, tu les assumes, ces fonctions-là, tu les assumes, ces postes-là, mais ça, tu tombes rapidement dans le piège d'être pris dans la gestion quotidienne de ton entreprise. Puis, j'aurais pensé faire ça, je ne sais pas, 5, 6, 8 ans. Je n'avais pas nécessairement un plan, là, mais puis d'être capable éventuellement de mettre des bonnes personnes en place, de construire les équipes pour les rendre autonomes et puis de me distancer un peu de la gestion quotidienne. D'ailleurs, je parle au jeu, mais mon associé avait un peu le même objectif quand on a acheté cette entreprise-là. C'était d'éventuellement d'avoir quelques entreprises ou d'être impliqué dans quelques entreprises des PME de la région et puis profiter de notre fameux coffre d'outils puis essayer de mettre des beaux outils de gestion en place, de mettre des structures en place pour être capable de les gérer un petit peu plus à distance, mais de se diversifier puis d'être impliqué dans 2, 3 entreprises de la région, qui soient manufacturières ou non. Là, c'est tout domaine confondu, même que je préférerais peut-être que ce soit dans différents domaines. Donc ça, c'est un objectif un peu personnel. Ça serait de m'impliquer là, pour, je ne sais pas, 10, 15, 20 ans encore dans des entreprises de tout acabit. Là. Ça peut être en alimentation, ça peut être dans tout domaine confondu là, pour les faire progresser. Parce que la vraie motivation, on parle d'affaires, on parle de business, de mon parcours et tout ça, mais en tout cas, la mienne, si je la dis souvent, j'avais une obsession, puis il n'y a pas de signe de dollar au bout, c'était de prendre une entreprise à un niveau, puis de la faire progresser, de l'amener ailleurs, puis d'être capable de temps en temps de regarder justement dans le petit rétroviseur, puis de dire, écoute, pour moi, c'était ça qui est le plus gratifiant, la vraie réalisation, là, c'est de prendre une entreprise puis de l'avoir fait progresser, puis qu'il y ait des gens qui y travaillent, puis que ce soit de faire des beaux petits succès là, avec des entreprises. Ouais. Bien, justement, on l'a vu au fil de la discussion, tu as vraiment mis l'importance sur comme bien s'entourer, autant quand tu étais en grande entreprise, après quand tu t'es lancé en affaires, même lors du rebranding, à s'assurer d'avoir les meilleurs consultants. Pour toi, c'était comme un peu assurer justement ce succès-là. Ouais. Pour quelqu'un, justement, un jeune professionnel qui commence sa carrière, des fois, on peut se demander quelles compétences ou caractéristiques vont vraiment comme me démarquer. Toi, ça serait quoi un peu comme le trait commun que tu as identifié dans ces personnes-là, justement, que tu voyais comme très stratégique, peut-être qui se différenciaient de la majorité? Au niveau un petit peu plus académique, ta question? Juste un trait commun, ça pourrait être autant plus dans la personnalité, pas obligé vraiment d'être dans la vraiment compétence. Ouais. Là. La première qui me vient, c'est je pense, le mot qui me vient d'emblée, c'est l'investissement de soi, la personne qui s'investit pour vrai, qui n'est pas juste un témoin de ce que... puis qui s'intègre dans...
souvent, je vois qu'il y a des gens qui sont un petit peu plus de passage dans certaines organisations. Ils se positionnent, puis là, ils parlent au vous de leur employeur ou de l'équipe de gestion, tout ça, qui vont dire, ben vous avez décidé, tout ça. Moi, j'ai toujours préféré quelqu'un qui parle au on, qui s'inclut, qui s'investit, puis qui se considère une partie intégrante de l'organisation. Pour moi, ça, c'est quelque chose, je le remarque très rapidement, en tout cas, avec mon flair en observateur, en tout cas, puis ça me plaît généralement plus. Puis c'est pas juste une question de vocabulaire, puis c'est vraiment, souvent, ça témoigne de la personne, comment elle le comprend à l'intérieur. C'est quasiment un ressenti. Oui, c'est un ressenti, effectivement. Tu vois que la personne ça va guider tous ses gestes à tous les jours. Là, donc, vraiment quelqu'un qui s'investit, puis qui se considère partie intégrante de l'entreprise, puis tout type d'entreprise ou d'organisation confondue, le public, privé, tout ça, là, je trouve que c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Mais c'est vraiment un beau conseil parce que je pense que c'est ça, justement, quand on débute sur le marché du travail, des fois, on se dit, à quel point est-ce qu'il faut que ça a l'air impersonnel? Est-ce que je peux démontrer, je sens que je suis vraiment impliqué? Donc là, c'est comme aussi rassurant d'entendre qu'il y a des gens qui vont le remarquer quand tu donnes ton maximum puis que tu t'inclus dans la mission de l'entreprise. Je vois pas aucun employeur ou quelqu'un qui est en autorité ou quelqu'un qui occupe un poste où il y a des gens qui travaillent avec lui, tout ça, que ça froisserait d'avoir quelqu'un qui se présente et qui dit tu vas voir ta patronne, puis tu lui dis écoute, j'ai pensé à ça, j'ai eu une idée en fin de semaine, ça serait pas pire qu'on fasse telle affaire, puis que la personne soit vexée, frustrée et tout ça, ben, je pense qu'elle serait pas à sa place. Là, donc, quelqu'un qui s'investit, qui s'inclut, tout ça, puis qui propose, qui a de l'initiative, Je connais pas beaucoup de gens en poste de responsabilité là, qui seraient fâchés de ça. Là. Ouais. Puis, à date d'aujourd'hui, je pense qu'on peut dire que tu as eu un parcours qui est assez atypique. Je veux dire, là, tu as ta propre entreprise, tu es passé par la grande entreprise, par cette sécurité. Là, on est rendu ici là, avec une entreprise, puis là, tu as tout plein de nouveaux défis. Si tu regardes en rétrospect, et même, à date d'aujourd'hui, c'est quoi ta définition du succès pour toi? Ben, ma définition, je pense que ce qui me vient, c'est qu'il n'y a pas un signe de dollar au bout. La définition du succès, c'est vraiment d'être capable de dire voici d'avoir construit quelque chose. Je pense que c'est d'avoir construit, d'avoir monté quelque chose. Puis ça n'a pas besoin d'être un empire. Là, chacun à son niveau. Là, si quelqu'un, c'est un dépanneur qui a envie de s'acheter, qui s'achète un dépanneur, mais qui soit sûr qu'après 5 ans, 10 ans, 15 ans, son dépanneur ne soit pas pire qu'au moment où il l'a acheté. Là. Puis ça, c'est pas juste le chiffre d'affaires, c'est dans son ensemble. Puis tant mieux si après quelques années, il en achète un deuxième, puis un troisième et tout ça. Puis la notion de succès, c'est vraiment d'avoir réalisé quelque chose, d'avoir fait sa marque, d'avoir laissé quelque chose derrière soi. Puis c'est pas toujours très chiffrable, là, mais puis des fois, les entrepreneurs, il y en a peut-être qui ont plus de facilité que d'autres, là, mais il faut savoir le reconnaître, ça. On peut, des fois, on n'ose pas trop, on est dans l'humilité et tout ça, mais il faut être capable de dire, des fois, je parle du Québec Inc. Là, le Québec Inc., c'est un lot d'entreprises, de PME et tout ça, puis il y a des gens derrière de ça, puis il y a des gens qui se sont donnés corps et âme, puis qui ont fait avancer des entreprises qui étaient petites comme ça, puis qui ont fini beaucoup plus grandes. Ben, c'est ça le succès, c'est d'avoir construit, de faire travailler des gens. Il faut reconnaître ses accomplissements aussi. Dans cette humilité-là, c'est quand même important de réaliser la trace ou le passage qu'on a créé. Oui. Puis, comme je dis, c'est pas toujours une question de chiffre d'affaires ou d'avoir. C'est vraiment une question je pense que d'avoir des gens puis d'avoir créé une structure d'entreprise aussi, souvent peut-être de façon plus précise répondre à cette question-là sur le succès, c'est souvent, comme je suis membre d'Entrechef PME, là, ça s'appelait autrefois le groupement des chefs d'entreprise. J'en avais un petit peu parlé l'autre fois, puis c'est 2300 chefs d'entreprise à peu près au Québec qui sont dans des cellules de 8-10 chefs d'entreprise, puis qui ont comme devise un peu la progression par l'entraide. Donc, on se rencontre 10-12 fois par année, puis on se fait énormément cheminer puis progresser. Puis moi, j'apprends beaucoup de ce que je vais faire là, mais souvent, j'entends des chefs qui me disent
pas souvent, mais j'entends à l'occasion des chefs qui me disent, moi, écoute, je suis gêné de le dire, là, mais j'ai plus rien à faire. J'ai plus rien à faire dans mon entreprise, tout ça. Puis, je rentre là, du lundi au vendredi, puis je m'en confesse, là, je joue sur Candy Crush. Je passe du temps sur Candy Crush sur mon téléphone. Puis ah ouais, tu sais. Puis là, ils sont comme tout mal. Puis je dis, sais-tu quoi? Puis vraiment, fondamentalement, ça représente ce que je pense, là. Ça, c'est probablement le plus gros signe du succès. Pas que tu fous rien puis tu joues à Candy Crush, mais c'est-à-dire que toi, là, ce qu'on s'évertue à faire tous les jours comme gestionnaire de PME, là, de placer les bonnes personnes à la bonne place, puis de créer les bonnes structures, de faire que ça fonctionne tout seul, puis de devenir le contraire d'indispensable, là, mais que les gens puissent se passer de toi, là. Ouais. Puis que tu peux prendre du recul, puis tu dis, mon entreprise, ça roule, ça baigne dans l'huile, ça fonctionne, elle progresse, puis je suis là en accompagnement un peu, puis tu sais, je peux m'élever en altitude, puis la gérer à 30 000 pieds au lieu de la gérer en rase-mot à 3 000 pieds. Ça, c'est un signe de succès. Ça, d'après moi, là, puis tu sais, moi, quand j'ai un chef d'entreprise qui me dit ça autour d'une table, j'ai envie d'applaudir, le poil me lève, ça m'émeut, parce que ça veut dire que la personne a su faire ce qu'on cherche tous à faire, c'est-à-dire de mettre les bonnes personnes, d'organiser, tout baigne dans l'huile, là, toutes les facettes de l'entreprise. Fait que moi, je suis vraiment pas rendu là. Je suis encore pris dans le quotidien. mais ça en serait un signe de succès là, qui se voit de l'extérieur et tout ça. Là. Ouais. Puis, je pense qu'on a vraiment fait un beau tour. Est-ce que tu pourrais nous laisser avec un petit conseil, une petite phrase qui est inspirante, qui représente bien ce que toi, t'as vécu, puis juste laisser ça à la génération, peut-être à nous autres, par exemple, que ouais. On voit la vie un petit peu devant nous, puis on fait, bon, OK, là, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de chemins, il y a beaucoup d'avenues. Comment est-ce qu'on se retrouve là-dedans? Donc, peut-être un conseil pour nous autres. La première qui me vient, c'est probablement justement de ne négligez pas l'importance de bien faire dans vos premières expériences, dans vos premiers emplois. Puis tu sais, ça, là, je pourrais dire ça à quelqu'un qui a 15 ans qui rentre chez McDo, là, mais tu sais, à quelque part, je me rends compte, puis moi, ça a fonctionné, mais je pense pas que ça se limite à moi, là, mais que quelque part, si tu as shiné, tu as bien fait, ça a été, tu as occupé des postes où tu as été intègre, je disais à la blague à quelqu'un, tu n'es même pas parti qu'un stylo de l'employeur, là, puis au niveau de la gestion de tes horaires, ton relationnel avec tes collègues, ton employeur et tout ça, si tu laisses ta marque, puis c'est une marque positive, je pense que les occasions vont se présenter à toi. Moi, oui, c'est sûr, j'ai un parcours un peu atypique. On en a parlé, gros employeurs, confort et tout ça, emploi non menacé et tout ça. Puis, bon, moi je l'ai fait. Là, c'est un coup de tête de m'être lancé en entreprise puis d'avoir misé sur un seul numéro sur la table de jeu. Mais ça a fonctionné, puis j'en suis fier aujourd'hui, mais c'est relativement atypique quand même. Mais sinon, pour en arriver là, si je regarde un peu mon cheminement, l'intégrité, moi, j'étais dans un domaine où je brassais énormément, quand même dessous, je dépensais des centaines de millions qui n'étaient pas les miens, donc la notion d'intégrité, elle est très, très, très importante, là, mais je l'entre, cette notion d'intégrité-là, quand je parle de bien faire dans ses premiers emplois, là, de ne pas avoir une coche mal taillée, puis d'essayer de faire sa marque, puis c'est pas d'être têteux envers l'employeur. Là, je voudrais pas que ça sonne de même du tout. Il faut quand même que ça rejoigne nos valeurs fondamentales, là, mais à tous et chacun. Là. Mais l'importance de bien faire, je dirais que les occasions, ils n'auront pas le choix de se présenter. Là, puis ça va succéder, ça va cascader. Puis je pense que ce serait probablement mon conseil le plus intéressant. Ouais. Éric Venn, merci beaucoup pour ton temps. Merci beaucoup d'avoir participé au podcast. C'est super apprécié. Bien, merci à vous autres, en espérant que ça puisse que ça a été intéressant et que ça puisse en inspirer d'autres. Bien, certainement. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous deux. C'était vraiment intéressant. Bye-bye. Ben, merci beaucoup d'avoir écouté cette belle discussion. C'était fort agréable. Puis je me demande, Charlie, c'était quoi ton moment fort? Moi, en fait, la leçon que j'ai vraiment retenue au fil de la discussion puis que j'ai vraiment appréciée, c'est le fait de bien s'entourer, à quel point c'est important d'avoir une équipe solide alentour de nous et d'accepter qu'on ne peut pas faire tout seul.
Puis toi, Charles? Moi, je dirais que c'est quand on a commencé à parler un petit peu de reprenariat, puis là, on commençait à dire, c'est quoi le problème dans tout ça? Bref, je pensais qu'on allait comme partir une application, puis j'ai trouvé ça vraiment chouette, puis vraiment intéressant parce que je pense sincèrement que tout l'enjeu des entreprises en ce moment qui sont sur le marché ou qui ont le potentiel d'être vendues, c'est vraiment quelque chose que c'est tough d'avoir cette information-là. Donc, bref, ça, j'ai trouvé vraiment ça agréable. Puis, comme d'habitude, vous pouvez nous écrire, ça nous fait toujours plaisir, au 1001voixdusuccès@gmail.com. Et d'ici la prochaine fois, prenez soin de vous autres. Merci beaucoup.